bonjour à tous. Donc effectivement, quand Cité Philo m'a contacté, il a été décidé de mettre un titre pour cette conférence. Il se fait que j'étais déjà venue il y a 2 ans lors des matinales ici, donc j'ai choisi un sujet un peu plus original que ce que j'avais fait il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, pardon. Donc le sujet qui a été affiché, c'est donc exercer le jugement critique. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut peut-être entendre par jugement critique. Il y a des interférences, monsieur, voilà. Nous verrons plus tard ce que ça signifie. En tout cas, vous voyez que je relais le jugement critique à la pratique de la discussion à visée philosophique. Et donc, pour tous les philosophes qui pourraient être là, j'ai mis un astérix à côté de visée, parce que dès le moment où on enseigne et on fait de la discussion à visée philosophique chez les enfants, donc à l'école primaire jusqu'au collège, je vais essayer de montrer que... Alors là, j'ai plus de son, si ? Ah, c'est mieux. Je vais essayer de montrer que ce n'est pas de la philosophie comme on pourrait en parler pour adultes. Donc, je voudrais régler dès le début cette histoire. C'est pas de la philosophie qu'on fait à l'école primaire, c'est des discussions à visée philosophique, c'est-à-dire des discussions qui vont utiliser les outils de la démarche philosophique pour rencontrer des objectifs d'apprentissage que je vais détailler. Voilà. Alors, j'ai prévu un exposé en 7 points. Je voudrais d'abord montrer que lorsqu'on parle d'exercer le jugement critique, il faut déjà différencier 3 types de jugements. Et vous verrez que c'est selon les disciplines, on ne travaille pas les mêmes jugements. Ensuite, je voudrais montrer par 2 recherches-actions que j'ai faites que si on met en place des discussions à visée philosophique, on peut repérer une croissance d'un de ces 3 jugements dont je vais vous parler, et notamment du jugement normatif. Ensuite, je voudrais rappeler que juger, c'est mettre en relation des concepts, ce qui nous pousse à nous poser la question de comment les enfants développent le concept, parce que, évidemment, dès lors que nous allons envisager l'apprendre à conceptualiser, c'est quand même bien de savoir quelles sont les étapes du développement du conceptualisé chez les enfants et chez les ados. Et je voudrais vous parler brièvement des résultats d'une recherche-action que je viens de terminer sur l'apprentissage du conceptualisé. Et enfin, je voudrais vous parler du protocole spécifique d'animation que je propose aux enseignants qui veulent développer à la fois l'exercice du jugement critique et le conceptualiser. Voilà. Donc, je vais faire ça brièvement par étapes, hein, mais donc tout d'abord, exercer le jugement critique. Dans nos conversations de tous les jours, on utilise l'esprit critique, jugement critique, etc. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors déjà, les philosophes, ils ont un point de repère avec le mot critique, c'est les 3 critiques de Kant au XVIIIe siècle. Critique de la raison pure, nous verrons que ça correspond à un certain type de jugement, que Kant appelle le jugement déterminant, on va y arriver. Moi, je l'ai appelé ici le jugement de fait. Mais critique de la raison pratique, ça, c'est le jugement à propos de la pratique, c'est-à-dire à propos de l'action. Et quand je parle de jugement normatif, c'est le jugement relativement à l'action. On va y venir. Et puis il y a un 3e type de jugement qui est le jugement de goût, le jugement de valeur, et qui correspond à la critique de la faculté de juger. Donc, si on fait référence au mot critique, c'est pas par hasard, c'est parce que les modernes, et en particulier
Kant a différencié 3 types de jugements. Donc je voudrais les prendre un à un, parce que selon les disciplines que l'on enseigne, on est plus particulièrement dans le premier jugement, dans le deuxième ou dans le troisième, vous allez voir. Donc, commençons avec le jugement de fait. Alors, le jugement factuel, ou qu'on appelle le jugement de fait, que Kant appelle le jugement déterminant, c'est un jugement qui porte sur ce qui est. C'est-à-dire que ça fait référence à des énoncés qu'on appelle en linguistique les énoncés constatifs ou descriptifs. Sur le mode indicatif, puisque ça va décrire ce qui est. Alors, ça veut dire que ce type d'énoncés, on les retrouve dans toutes les sciences, que ce soit les sciences exactes ou les sciences humaines. Parce que si vous prenez par exemple des sciences humaines comme la psychologie ou la sociologie, la psychologie va prétendre dire ce qu'il en est de la psyché. La sociologie va prétendre dire ce qu'il en est de la société. Donc, elle va se servir, ces sciences humaines vont se servir d'énoncés constatifs ou descriptifs. Alors c'est important parce qu'à l'école, qu'elle soit primaire ou secondaire par ailleurs, même à l'université ou à l'ESP, dès lors qu'on a une approche scientifique du savoir, eh bien, généralement, on porte des jugements sur ce qui est, et ce sont généralement des jugements qui ont été validés par la communauté des savants dans les différentes disciplines. Donc là, on est plutôt dans la transmission d'un savoir, transmission d'un jugement sur ce qui est. Après, la critique, elle va porter sur quoi ? Elle va porter sur, éventuellement, ce qu'on appelle en philosophie l'épistémologie, c'est-à-dire est-ce que les savants, lorsqu'ils ont porté un jugement sur quelque chose, prenons le réchauffement climatique, très à la mode, eh bien, les savants vont dire ce qu'il en est, et par exemple le GIEC va dire à 98% nous pensons que le réchauffement climatique est d'origine humaine, et donc nous pouvons, nous humains, agir et décider de faire quelque chose par rapport au réchauffement climatique. S'il devait s'avérer que cette hypothèse est fausse, eh bien, évidemment, ça voudrait dire que l'homme a beau vouloir intervenir sur les effets du réchauffement climatique, il ne pourrait pas agir sur celui-ci. Il pourrait tout simplement constater et prendre des mesures, mais il ne pourrait pas diminuer. Alors, si je vous raconte ça, c'est parce que, évidemment, dans nos disciplines, mais aussi dans nos cours de philosophie ou dans nos cours de morale et de citoyenneté, nous avons bien sûr à un moment donné un éclairage de type scientifique avec des énoncés de type constatif et descriptif, et notre job d'enseignant, c'est de forger le jugement critique à ce propos-là. Donc, par exemple, de vérifier si les hypothèses de travail ont été vérifiées. Et si on affirme des choses du type, je ne sais pas moi, quelque chose qui ressemble à si A implique B et si B implique C, alors A implique C, c'est-à-dire la loi de la transitivité en mathématiques, eh bien, si un élève ne fait pas correctement ce raisonnement, ne déduit pas ce jugement sur la transitivité, on ne va pas lui dire « tu n'as pas une bonne opinion ou on n'est pas d'accord avec toi », on va lui dire « ce que tu dis est faux ou vrai ». Donc, c'est très important de faire cette distinction au niveau des jugements, parce que nous, en tant qu'enseignants, nous allons pouvoir, avec l'éclairage de la science dans l'état actuel, dire ce que tu dis est vrai ou ce que tu dis est faux.
y compris sur des questions controversées. Je pense par exemple au créationnisme pour le professeur de biologie. Donc je dis que ce type de jugement prétend à l'exactitude, et si nous pouvons dire que ce jugement est inexact, c'est notre devoir en tant qu'enseignant de dire mais ça c'est inexact. Bon, par exemple, si lors de nos cours on a un énoncé du type tous les Albanais sont des dealers, ben, on pourrait leur montrer par exemple que ce jugement est faux, parce qu'il suffit de trouver un Albanais, évidemment, qui n'est pas un dealer, ce qui ne devrait pas être difficile, pour montrer que la phrase est fausse. Et ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question que le jugement est inexact. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un jugement erroné, et ce type de jugement, on peut dire qu'il est soit vrai, soit faux. En revanche, si on aborde un deuxième type de jugement, par exemple le jugement de valeur, dans ce cas, le jugement de valeur, qu'on appelle aussi le jugement évaluatif, voire expressif, que Kant va appeler le jugement de goût, c'est un jugement qui ne porte pas sur ce qui est, mais c'est un jugement qui porte sur ce qui est souhaitable. Et ce qui est souhaitable doit faire l'objet. C'est nouveau en train de. Il y a de nouveau un petit. J'ai l'impression. Si je coupe le mien. Voilà. Essaye un peu. Mais maintenant. Ah oui. Je crois qu'on ne t'entend plus. Alors du coup, on m'entend plus du tout. Okay. Ça va ? Alors, on va réessayer. Donc, le jugement de valeur, il ne porte donc pas sur le mode indicatif, mais sur le mode subjonctif, ce qui est souhaitable. Et étant donné que le souhaitable est une affaire personnelle, comme le jugement de goût, le jugement de valeur, ça va renvoyer à une échelle de valeur qui est forcément subjective. Du coup, ah oui, alors j'ai prévu un exemple. Par exemple, pour moi, l'argent compte plus que l'amour. J'ai volontairement voulu un petit peu vous provoquer avec cette phrase. Pour moi, l'argent compte plus que l'amour. C'est un jugement de valeur qui fait référence à une personne particulière. Alors, il y a quelques personnes dans le monde qui probablement partagent ce même jugement de valeur, mais il est important de dire que ça renvoie à la conception du bonheur ou d'une vie réussie de cette personne, et que vous et moi, nous ne partageons peut-être pas la même conception du bonheur de cette personne ou la même conception d'une vie réussie. Il est aussi important, par exemple en matière de religion, de se rendre compte que tous ceux pour lesquels une vie réussie serait de gagner son paradis, eh bien, c'est un jugement sur qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre son paradis, qui est peut-être très personnel et qui n'est pas partagé par tout le monde. D'où la notion de préférence personnelle et de subjectivité. Et si on doit le renvoyer, oui, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que le jugement déterminant, par exemple, renvoyait à l'épistémé. Donc, dans l'Antiquité grecque, on différencie aussi les savoirs, et tout ce qui est la science, c'est l'épistémé. Tandis que le jugement de valeur renvoie, lui, à aussi un mot grec qui est l'aisthésis, c'est-à-dire la faculté de sentir. Donc, ce type de jugement, il prétend à l'authenticité, c'est-à-dire à un certain type de vérité, c'est-à-dire la vérité avec soi-même. Quand je prétends que j'aime quelque chose, ou que je préfère l'argent à l'amour ou l'amour à l'argent, le seul type de vérité auquel ça peut faire référence, c'est l'accord avec soi-même. C'est que je suis authentique, que je dis ce que je ressens et ce que je pense moi-même. Autrement dit, c'est un jugement qui ne peut pas être contredit.
par les autres. Bon, on peut dire, moi, j'ai pas le même jugement de valeur, hein, ça c'est clair, j'ai pas le même jugement de goût, mais on ne peut pas commencer une discussion, ça n'a pas de sens. Alors, on va aborder le troisième jugement, qui est donc le jugement que j'appelle le jugement normatif. Alors, pourquoi est-ce que je l'appelle le jugement normatif? Mais parce que certains parlent de jugement moral, d'autres de jugement citoyen, et donc à un moment donné, ce qui caractérise ce jugement, c'est qu'il édicte, il se présente sous la forme d'un choix de normes. Norma en latin, ça veut dire la règle. Et donc un jugement normatif, c'est lorsque je pose un jugement par rapport à une règle. À une règle de quoi? À une règle d'action. C'est pour ça que ce type de jugement a ceci de particulier qu'il porte non pas sur ce qui est, comme le jugement de fait, non pas sur ce qui est souhaitable, mais sur ce qu'on devrait faire, sur ce qu'il faut faire, relativement à un but particulier, qui est un but, une praxis, un but d'action. Alors, le type d'énoncé auquel on a affaire est un énoncé normatif ou un énoncé prescriptif. Et si on doit faire le lien avec le mode de conjugaison, je dis ça au cas où on aurait des professeurs de français dans la salle, ben, cette fois-ci, on n'a plus affaire au mode indicatif ou au mode subjonctif, mais au mode impératif. Si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'en didactique, c'est intéressant pour le professeur de français de faire des liens entre différents types de jugements, différents types d'énoncés et différents types de modes, parce que ça nous renvoie à une grammaire que les philosophes peuvent appeler ontologique. Le français, on ne dit pas n'importe quoi par plaisir de le dire, ça s'ancre dans des savoirs différenciés dont rendent compte la conjugaison, mais aussi les modes pronominales, les personnes, etc. Mais bon, je ne vais pas en dire plus long parce que ce n'est pas le but de mon exposé. Donc, je dis que le jugement normatif peut faire l'objet d'un syllogisme de la raison pratique. Donc, plutôt que de dire si A implique B, donc si A est plus petit que B et si B est plus petit que C, duquel on peut conclure, déduire que A est plus petit que C, dans tous les cas de figure, ici on ne pourra pas le faire. Mais par contre, on peut dire, en plongeant dans l'expérience, que si mentir peut entraîner la perte de confiance et l'expérience morale et l'expérience au monde, c'est ça le savoir-vivre, si vous voulez, il y a le mot savoir quand même dedans. Si l'expérience peut dire que quelqu'un qui ment peut entraîner la perte de confiance, alors, dans le cas où Socrate ment, eh bien, on pourra conclure qu'il y aura une probabilité que Socrate risque qu'on ne lui fasse plus confiance. Donc, syllogisme de la raison pratique, ça veut dire que la première phrase, si vous voulez, qui est retirée de l'expérience sensible, va nous donner la raison de ne pas mentir, va nous donner une raison de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et ça va donc nous donner dans la conclusion un devoir de ne pas mentir. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on ne devrait pas mentir qu'on ne le fera pas. Mais ça, c'est toute la différence entre le jugement qui me dit on ne devrait pas ou on ne doit pas mentir, et puis, je dirais, la psychologie qui va faire que j'ai les capacités à suivre mon devoir ou pas. C'est-à-dire d'être capable de ne pas mentir et de dire la vérité. Bon, ça c'est autre chose. Nous travaillons en formation, enseignement moral et civique par exemple, c'est-à-dire à la formation du jugement normatique, nous travaillons en présentant un devoir,
Ce qui ne veut pas dire que les enfants le feront, ni même qu'on a la vérité, parce qu'il peut y avoir des cas, comme tout le monde sait, où on doit mentir. Vous connaissez tous le cas repris par le philosophe et écrivain Benjamin Constant, qui s'oppose à Kant, justement, Kant dit c'est un crime contre l'humanité, on ne peut jamais mentir. Pourquoi ? Parce que lui, il se situe au niveau, en philosophie, on appelle ça transcendantal. Imaginez une seule seconde qu'on n'ait pas la règle du devoir mentir. Ça voudrait dire qu'on se ment tout le temps, qu'on est tout le temps en train de se raconter des carabistouilles. Oui, mais du coup, il n'y a plus de savoir possible, il n'y a plus de communication possible. C'est ça que veut dire Kant quand il dit on ne doit pas mentir. Il n'y aurait plus de communication possible et donc d'humanité possible. Bon, Benjamin Constant, il ne comprend pas ça, mais donc il répond à Kant, mais c'est pas vraiment... Mais il dit quand même quelque chose d'important dont on doit nous tenir compte. Il dit « Celui qui a perdu le droit à la vérité, on doit lui mentir. » Et il ne donne pas l'exemple des nazis, moi je vous le donne. Quand les nazis sont à la recherche des petits-enfants juifs et qu'ils viennent frapper à la porte, et que vous lui dites « Nous, ici, il n'y a pas de petits-enfants juifs. Pourquoi est-ce qu'on doit mentir dans ce cas-là ? Parce que le nazi, évidemment, il a perdu le droit à la vérité parce que il commet des crimes contre l'humanité. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que un exemple de jugement normatif, c'est l'impératif catégorique de Kant, que tout le monde a vu à l'école, je pense, au bac ou je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce qu'il dit Kant ? Il dit, en bref, agis de telle façon que ta maxime, c'est-à-dire ta règle d'action, ta norme, puisse valoir comme loi universelle. Donc, dans notre tête, on doit se demander, si tout le monde fait comme moi, qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est une forme de jugement normatif, en acte. Alors, on a affaire à ce type de jugement. Cette fois-ci, je vous disais que les énoncés constatifs et descriptifs, on les utilisait surtout en sciences. Les énoncés évaluatifs et expressifs, surtout en esthétique au sens large. Ici, où est-ce qu'on va trouver des énoncés normatifs et prescriptifs, essentiellement dans deux disciplines, la morale et le droit. C'est pour ça que ce sont des matières, si vous voulez, disciplinaires, que tous les enseignants qui doivent être amenés à donner l'enseignement moral et civique devraient aborder dans leur formation. Et pourtant, dans les SP, on ne les forme pas spécifiquement à travailler ce type de jugement. Et c'est pour ça que je voulais attirer votre attention, parce que les enseignants que je rencontre et qui doivent donner ces matières, eh bien, ils sont généralement mal pris et ils se demandent bien ce qu'ils doivent faire, avec le risque qu'ils deviennent des enseignants moralisateurs, c'est-à-dire qui, au lieu d'éduquer au jugement critique, éduquent à la norme. C'est évidemment pas ça qu'on doit faire en enseignement moral et civique dès lors que l'on doit former des personnalités autonomes, des enfants qui pensent par eux-mêmes, en tout cas qu'il faut mener à penser de façon autonome. Donc, il n'y a rien de pire que de mettre un cours d'enseignement moral et civique, je ne sais pas ce que j'ai fait, voilà, d'enseignement moral et civique, il n'y a rien de pire que d'instaurer un tel cours et puis de mettre des enseignants qui ne sont pas formés pour donner ce cours et qui donc vont, comme je le disais, non pas exercer au jugement critique, mais éduquer à la norme. Là, même le législateur, s'il ne prévoit pas les moyens de former les gens dans les SP, par exemple, il ne poursuit pas les objectifs du programme de MC, qui ont été bien pensés et expliqués. Donc, j'ai pris comme exemple, il faut payer ses impôts, parce que voilà l'exemple d'un jugement normatif, puis après, la discussion commence. Est-ce que oui ou non, ça
cette phrase, ce jugement est juste. Est-ce qu'il prétend à la justesse normative? Oui, mais est-il juste? Là, il faut qu'on commence à en discuter, qu'on retrouve les raisons de payer ses impôts et sans doute les raisons de ne pas les payer aussi. Bon, donc, ce qu'on va faire dans les cours, en tout cas dans les ateliers, dans les discussions à visée philosophique telles que je les anime chez les petits, c'est bien veiller, dans ce cas-là, à retrouver les arguments en faveur de la norme et les arguments en défaveur de la norme. Et ça se conclut, certains pensent qu'il faut payer ses impôts, d'autres pensent qu'il ne faut pas payer ses impôts pour telle et telle raison. Mais il y a une conclusion à la discussion, conclusion qui est toujours provisoire. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus, parce que évidemment, ce que je voulais vous dire, c'est que, par exemple, en enseignement moral et civique, le jugement critique s'exerce différemment selon A, B ou C, mais parmi les gens qui se sont inscrits, il y a très peu, je crois, d'enseignants en EMC. D'après les inscrits, il y avait un petit peu de tout. Donc, selon le type de cours que vous donnez ou le type de formation d'enseignant que vous préconisez, il est évident que vous allez utiliser des objets, des outils spécifiques pour rencontrer vos objectifs pédagogiques. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que vous devez utiliser évidemment le vrai ou le faux dans tout éclairage scientifique d'une question morale ou juridique, qu'il y aura des moments où on abordera la question de authentique ou pas, avec des outils comme outils de clarification des valeurs, échelle de valeurs, et on travaille en éducation civique la question démocratique du pluralisme des valeurs. Tout ça, c'est le jugement évaluatif ou expressif. Et puis, il y a la question morale, avec le bien ou le mal, c'est-à-dire les normes qui mènent au bien ou les normes d'action qui mèneraient au mal, pour la question morale. Et puis sur la question de la moralité publique ou la question du droit, c'est-à-dire la question du juste et de l'injuste. Voilà. Alors, et pour ça, on peut utiliser des dilemmes moraux, des choix restreints, des procès d'idées, des colloques de philosophes. Et donc, on peut aussi utiliser ce qui est le but aujourd'hui, la discussion à visée philosophique, mais selon un protocole spécifique qui doit, selon moi, rencontrer nos objectifs d'apprentissage. Je vais y arriver. Alors, si jamais il y en a qui veulent aller plus loin sur toute cette réflexion de l'architectonique du savoir, des jugements, etc., j'ai mis sur mon site internet un article en Open Edition, donc que vous pouvez vous procurer gratuitement online. Donc normalement, si vous tapez sans faute d'orthographe Claudine Leleu, vous allez tomber par Google sur mon site, et là vous devez prendre article, et c'est le dernier article que j'ai mis, ça s'appelle « Faits, normes et valeurs, une confusion dommageable pour l'enseignement moral et citoyen ». Qu'est-ce qui se passe si on mélange les jugements de fait, les jugements normatifs et les jugements de valeur? On commet vraiment une erreur pédagogique, et donc c'est ça le but de cet article, pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur cette question. Ce que moi je voulais vous dire, c'est que donc tout à l'heure je vais vous expliquer quel est le dispositif que j'utilise pour mener des discussions à visée philosophique dans les classes, que ce soit de primaire, du collège ou du lycée. Je vous en parlerai tout à l'heure de ce protocole, mais je voudrais déjà dire que j'ai fait une recherche pour vérifier l'efficacité du dispositif tel que je le propose de la discussion à visée philosophique,
Et les résultats ont paru dans le numéro 166 de la Revue française de pédagogie, et actuellement, donc, c'est online gratuitement. Donc, si vous voulez la recherche, elle portait sur un échantillon de 400 enfants avec 19 instituteurs que j'avais tous formés, donc pour éviter le biais subjectif, on a travaillé tous ensemble, et de là est sorti, donc on a fait un pré-test, on a fait 8 discussions à visée philosophique mensuelles, et puis on a fait le post-test. Et donc les résultats ont paru dans la Revue française de pédagogie. Donc pour vous donner une idée, vous voyez la différence entre le groupe témoin et le groupe expérimental en 5-8 ans, et puis en 11-12 ans. Donc si ça vous intéresse, toute la méthodologie de la recherche a été publiée, voilà. Alors, j'avais un problème avec les 5-8 ans, parce que dans les 5-8 ans, ça augmente, en tout cas ça augmente 5-8 ans, mais les tout petits, 5 ans, ils décrochent, ça n'allait pas, ils régressaient même. Donc j'ai fait une recherche complémentaire, rien qu'en maternelle, donc en grande maternelle, c'est-à-dire uniquement avec des enfants de 5 ans. Et ce complément de la recherche a été publié toujours dans la Revue française de pédagogie, mais cette fois-ci, c'est le numéro 186, et il est aussi gratuit online pour ceux que ça intéresse. Alors, là, l'échantillon était beaucoup plus petit, 50 enfants, dont 34 enfants ont subi, si je puis dire, l'expérience, donc ont eu les ateliers de philosophie, tandis que 16 enfants n'ont pas eu d'atelier philosophique. Et c'était 9 ateliers hebdomadaires de philosophie sur les 4 émotions de base. Voilà. Et donc les résultats m'ont évidemment tout à fait rassurée, parce que cette fois-ci, les enfants ont une progression du jugement normatif qui était un bénéfice de 3,78% en 2 mois et demi. Donc, ils n'étaient pas largués, voilà. Alors, juger, je disais que c'est mettre, donc raisonner, c'est mettre des jugements en relation, et juger, c'est mettre des concepts en relation. Donc, toujours pour prendre Kant, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à ça, Kant disait que penser, c'est connaître par concept, dans la critique de la raison pure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un concept ? C'est un mot, une étiquette, un sujet logique qui rassemble sous un même sujet des attributs essentiels. Donc, depuis le livre d'Aristote, 4e siècle avant notre ère, l'organon, la logique, Aristote dit que le concept est défini, enfin la substance est définie par les attributs essentiels et des attributs accidentels. Vous pouvez prendre le mot attribut au sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire des propriétés. Donc il donne 2 exemples. Il dit, Aristote, quand je dis Socrate est un homme, je dis que j'applique à la substance Socrate, au sujet Socrate, j'applique un attribut essentiel qui est l'humanité. Je dis quel est l'être de Socrate. Donc, pour définir une substance ou un concept, on doit retrouver les attributs essentiels, ce qu'il en est de l'être du concept qui est censé le désigner. Par contre, dit Aristote, lorsque je dis Socrate est laid, ou Socrate est beau, ou Socrate est petit, ou Socrate est grand, c'est un attribut accidentel qui ne change rien à l'être de Socrate. Bon. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre le concept qui, entre-temps, a été appelé au Moyen-Âge les universaux, et aujourd'hui, en mathématiques, par exemple, on va parler de genre, de classe ou d'ensemble,
Pour certains, pour les profs de français, on va parler d'étiquette, le déterminant, le nom, le substantif, bref, on va désigner le concept et on va essayer de retrouver, en tout cas, c'est ce qu'un bon enseignant doit faire, il doit apprendre aux élèves à reconstruire le concept de déterminant ou reconstruire le concept d'angle ou d'homéothétie en mathématiques ou en géométrie, par exemple. Donc, il faut comprendre que dans toutes les disciplines, nous avons affaire avec du conceptualisé, même si c'est normalement le philosophe qui a pensé comment on conceptualise, et on va donner une définition du concept, soit en compréhension, soit en extension. Donc, par exemple, en extension, si je dis les nombres impairs, le concept de nombre impair, en extension, ça va me donner 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Si je le donne en compréhension, je vais dire ce sont tous les nombres qui ne peuvent pas être, qui ne sont divisibles que par 1 ou par eux-mêmes. Bon. Alors, il y a des personnes qui se sont attachées à savoir comment le concept progresse chez l'enfant. Alors, Piaget a surtout développé différents types d'abstractions empiriques, réfléchissantes et réfléchies. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je n'aurai pas le temps. Par contre, je vais prendre Vygotsky dans Pensée et langage, qui dit que l'enfant passe par plusieurs stades du concept et donc de la pensée. Donc, avant l'école primaire, les enfants pensent par image. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils rassemblent de façon subjective des éléments qui n'ont pas de liaison objective entre eux. Donc, par exemple, je suis à la mer, je marche dans une flaque, l'enfant va associer mouette, flaque, bateau, mer. Bon, il n'y a pas de liaison objective entre ces éléments. À l'école primaire, on va penser par complexe. Là, par contre, l'enfant va se débarrasser de ces liaisons subjectives pour penser des liaisons objectives. Bon. Déjà, en grande maternelle, quand on vous dit à l'enfant dans sa chambre de ranger ses jouets, il va faire, dans le coffre jouet, il va prendre tout ce qui est un jouet. Donc, que fait-il ? Il forme un complexe. Il va donner une définition en extension, si vous voulez, du mot jouet, du concept jouet. Et ensuite, il va arriver au pseudo-concept, dit Vygotsky. Alors, à l'école primaire, et tous les enfants qu'on a vus cet après-midi à la ferme en haut l'ont montré, je fais référence à mes collègues qui étaient là quand j'ai animé la discussion en visée philosophique avec des enfants de 10 ans, eh bien, ils disent c'est juste ou injuste. Et donc, pour nous, adultes, on pourrait croire qu'ils ont donc une conception de la justice. Ils savent ce que c'est que la justice. Eh bien, pas du tout, dit Vygotsky. Pour nous, adultes, le concept, le pseudo-concept de l'enfant a l'allure du concept. Vygotsky dit phénotypiquement, c'est un concept, mais génétiquement, c'est-à-dire la façon dont l'enfant y arrive à le formuler, c'est un complexe. Alors c'est très important parce que ça veut dire que si on oublie ce moment important, c'est-à-dire si on pense que l'enfant a une pensée abstraite, l'adulte est toujours en porte-à-faux lorsqu'il fait une animation philosophique parce qu'on croit qu'on parle le même langage et en fait, ce n'est pas parce qu'on utilise les mêmes mots qu'on est dans la même chose. Donc, moi, quand j'avais d'abord lu ça, puis je me suis aperçue dans ma pratique que ça posait un problème, j'ai recherché, si vous voulez, une méthode
Et donc, j'ai pris la méthode de Britt-Marie Barthes, que vous connaissez peut-être, et qui travaille avec des exemples oui, des exemples non. Si les enfants ont une pensée concrète, c'est-à-dire qu'ils disent des concepts, mais que dans la tête, ils ont des références empiriques, que ce soit des objets, des personnes, des situations, mon hypothèse était, et c'est l'hypothèse aussi de Britt-Marie Barthes, que pour construire le concept chez l'enfant, il faut repartir de ces références empiriques. Et elle travaille avec des exemples oui et des exemples non. L'exemple oui, c'est l'exemple qui est l'analogue du concept. L'exemple non, c'est ce qui n'a pas les propriétés du concept. Pour vous donner un exemple, puisque j'ai travaillé des supervisions de mémoire sur le concept d'angle pour des instits qui travaillaient leur mémoire en SP, qui travaillaient la construction de l'angle à l'école primaire, eh bien, par exemple, un exemple oui, c'est de trouver une porte entrouverte, c'est-à-dire l'intersection de deux demi-droites. Ça, c'est un exemple oui d'un angle. Si je leur montre une orange, bon, je sais bien qu'il y a des angles de 360 degrés, mais bon, vous voyez qu'on va à l'encontre de la définition mathématique qu'on leur apprend, en tout cas à l'école primaire, c'est-à-dire l'intersection de deux segments de droite. Vous voyez ce qu'on fait. Ça n'a rien à voir avec règle, argument oui, valable, argument pas valable. Donc c'est exemple oui, analogue du concept, exemple non, en contraste avec le concept. Bon, donc j'ai voulu tester, c'est ça que je vous annonçais tout à l'heure, j'ai voulu tester mon protocole que je vais vous présenter tout de suite de discussion à visée philosophique pour la progression du conceptualisé à l'école primaire. Et donc, je viens de terminer une recherche-action avec un échantillon modeste, 120 élèves, puisqu'en Belgique, on a un cours, comme tu l'as dit, excuse-moi de te tutoyer, Jérôme, mais bon, c'est plus fort que moi. On a un cours qui s'appelle « Philosophie et citoyenneté » à raison d'1 heure par semaine, obligatoire de 6 à 18 ans. Et on a gardé une 2e heure en Belgique, cours de religion ou de morale, de 6 à 18 ans. Donc ça, c'est notre système. On a 2 heures de 6 à 18 ans où on réfléchit quand même sur des règles de vie, du caractère moral et juridique des règles d'action. Donc, ici, c'est un site, Dorothée Thiebaud, qui est par ailleurs quelqu'un qui était une ancienne étudiante à moi et qui est venue se former au certificat de didactique du CPC avec moi. Elle est titulaire de toutes ces classes, donc aussi bien les classes témoins que les classes expérimentales, dans deux communes, enfin deux écoles d'une même commune, municipalité, qui est Uccle. Donc, on a pris 6 groupes, c'est-à-dire 3 groupes expérimentaux et 3 groupes témoins, 2 groupes de 4e primaire, c'est-à-dire de 9-10 ans, 2 groupes de 5e primaire, 10-11 ans, et 2 groupes de 6e primaire, 11-12 ans. Et donc, comme vous avez compris, on a fait d'abord un pré-test où on a distribué une petite fiche à tout le monde, à tous les enfants. Enfin, c'est Dorothée Thiebaud qui l'a distribuée, moi je n'étais pas là, avec une consigne, ils devaient remplir « La justice, c'est ». Et voilà, on les laissait libres de dire ce que c'était. Simplement, nous, on avait décidé au départ de ne compter pour un point que ce qui ressemblait à un attribut essentiel. Je vous montrerai ma corolle de départ tout à l'heure. Donc, par exemple, Sarah Maria avait répondu au pré-test « La justice, c'est pour moi l'égalité. L'égalité
phénotypiquement est à l'allure d'un concept, et donc on avait accepté et mis un point. Par contre, Diego, qui disait la justice, ben c'est bien parce que c'est juste, par exemple, vous voyez comment il déraille, et il part sur une référence empirique. Et il donne un exemple et pas un attribut essentiel. Et donc, son exemple, c'est pas parce que c'est ton ami que tu dois dire qu'il a raison. Donc ça, on avait mis 0 point. Comme ça, vous voyez un peu la méthodologie, si je puis dire. Puis, on avait une animation. Alors là, ma collègue Chloé Raucourt, qui est aussi co-auteure d'une série de livres qu'on a fait ensemble, Chloé Raucourt, la semaine 2, donc la semaine d'après, dans les groupes témoins, faisait une DVP libre, donc comme un philosophe peut le faire, hein, une animation, on part des questions des enfants, mais sans plan préconçu, sans préparation particulière. Et puis, dans les groupes expérimentés, une DVP selon le protocole que je vais vous expliquer. Et donc, au post-test, en semaine 3, on a redistribué la justice. La titulaire faisait référence, vous avez vécu avec Madame Raucourt, ou moi, parce que j'en ai quand même animé une. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous remplissez la justice, vous avez d'autres idées voilà, est-ce que vous voulez bien faire l'exercice? Et donc, nous avons procédé de la même façon pour mettre des points. Et alors, on a eu, par exemple, toujours la Sarah Maria, là, la justice, c'est ne pas avoir de préférence. Du coup, elle avait un point. Tandis que Diego avait été particulièrement... C'est par hasard, j'ai pris les 2 premiers. La justice, c'est être égal envers tout le monde, ne jamais avoir de préférence. Du coup, il avait 2 points. Et c'est comme ça qu'on peut dire au niveau du calcul des résultats. Je vous donne le graphique parce que ce qui est intéressant, donc vous voyez en orange, c'est le pré-test et en vert, c'est le post-test. Donc de toute façon, ce qu'on peut voir, c'est que les groupes soient témoins ou expérimentaux, dans tous les cas, il y a un effet discussion à visée philosophique. Donc tous ceux qui promeuvent, qui veulent promouvoir, ce qui est mon cas, mais il n'y a pas que moi, veulent promouvoir la discussion à visée philosophique à l'école primaire, eh bien de toute façon, on peut noter une amélioration du conceptualisé, comme on avait noté une amélioration du jugement normatif dans les premières recherches que nous avons faites, c'est-à-dire un meilleur exercice du jugement critique sur ce qu'il faut faire pour bien faire ou pour être juste. Bon. Donc ici, il y a un effet DVP dans tous les cas, mais on peut ajouter en plus qu'entre les groupes expérimentaux et les groupes témoins, enfin à l'inverse, entre les groupes témoins et les groupes expérimentaux, on a une amélioration conséquente, donc en 4e, un taux de la classe, pas d'élèves, un taux de la classe qui va de 187% de plus, 5e 143, 6e 333. Voilà, donc pour vous donner un exemple, je vous donnerai tout à l'heure, je ne sais plus où je l'ai mis, en tout cas, on pouvait conclure à la pertinence du protocole spécifique. Voilà. Donc maintenant, je voudrais vous présenter le protocole. Donc, tout d'abord, comme tous ceux qui font de la philosophie pour enfants, depuis Lippmann, Matthew Lippmann, j'intègre dans le dispositif un moment qu'on appelle la cueillette ou la collecte des questions. Simplement, pour que ceux qui connaissent bien Lippmann, il peut passer 1 heure à collecter des questions. Moi, j'en prends 2 ou 3. Parce que mon objectif pédagogique n'est pas de développer le questionnement. On peut, si vous voulez vraiment développer le questionnement, pourquoi pas? Je pense aux profs de français dans une leçon sur la phrase interrogative, on pourrait s'exercer pendant une leçon à ce que tout le monde pose des questions pendant 1 heure, pourquoi pas? Et puis les exploiter. Mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif,
vous l'avez compris, c'est développer le conceptualisé et le jugement, notamment le jugement normatif, mais aussi le jugement de valeur, etc. Donc, cueillette de questions, 2-3 questions. Ensuite, je pars d'un conte, d'une fable, pas un album de jeunesse, comme pour ceux qui connaissent Edwige Chirouter, parce que ce serait trop long. Donc, les profs de français ont tendance à partir de tout un album. Lippmann, il prend un roman pour toute l'année. Donc, non, voilà. Moi, je pars de courts contes, maximum un A5 ou un A5 et demi. Vous avez vu cet après-midi à la ferme d'en haut, c'est une courte histoire qui tient sur 2 petits A5 en très gros caractères. Et pourquoi des contes ou des fables? Mais parce que la tradition orale d'où vient le conte et la fable, ce sont des traditions de transmission de savoir-vivre. Hein, c'est-à-dire les fameuses leçons de l'expérience. Je parlais tout à l'heure de « on ne devrait pas mentir » parce que l'expérience a montré que si on mentait, on perdrait la confiance. Vous connaissez tous la fable d'Ésope, du berger qui crie au loup pour faire des blagues. Et il crie 1 fois, 2 fois, 3 fois, les paysans montent et « Ah, 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 je vous ai bien eu » 2 fois, 3 fois. La 3e fois, il crie, il ne monte plus. Que fait le loup? Crac, il mange le berger. Voilà la belle fable qui montre que depuis toujours, on sait que si on ment régulièrement, on va perdre la confiance, on ne va plus croire ce qu'on dit. Donc, je prends des contes et des fables et pas n'importe lesquels. Je prends ceux qui sont susceptibles de faire émerger un questionnement par rapport au concept que je veux travailler, voire par rapport à la problématique de citoyenneté, normative donc, ou de morale, problématique normative que je voudrais travailler. Ensuite, je sors du conte, comme dans tout. Il faut les faire réfléchir, c'est bien de les faire réfléchir à partir d'un conte, mais à un moment donné, il faut les faire sortir de l'histoire pour parler du vécu, hein, de la classe, de l'école, de la vie, etc. Toute l'animation est ponctuée de moments de généralisation pour aider l'élève à fabriquer, si vous voulez, au fur et à mesure, des catégories qui lui permettent de trouver une généralisation et donc en faire un complexe. Mais qui dit complexe, complexe jouet, complexe commercial, il faut qu'il y ait quelque chose de commun. Donc, pour pouvoir faire ça, eh bien, on fait des exercices de généralisation et ça, l'enseignant fait des généralisations intermédiaires, soit quant à la définition du concept, soit à propos des règles d'action. Et alors, puisque moi je travaille en enseignement moral et civique, je conclus toujours la discussion à visée philosophique par une sagesse du jour, c'est-à-dire par une conclusion de la discussion. Sagesse du jour, sagesse en grec sophia, qui veut dire depuis l'Antiquité grecque, sophia par opposition à épistémé, comme je l'ai dit, un savoir pratique. Et donc, je n'explique pas aux élèves que je veux un savoir pratique, je leur dis, je voudrais que vous donniez un conseil à telle ou telle personne qui tienne compte de la discussion que nous avons vécue, de façon à ce que les enfants peuvent enclencher. Voilà. Ce qui veut dire que pour l'enseignant qui prépare une discussion philosophique, une discussion à visée philosophique, que doit-il faire? Il doit d'abord déterminer ce qu'il faut conceptualiser. Il doit ensuite élaborer une corolle conceptuelle. J'appelle corolle conceptuelle, vous la verrez tout à l'heure, au centre, le concept c'est, et puis autour, les attributs essentiels. Il doit élaborer, préparer des exemples oui,
c'est-à-dire analogues au concept et des exemples non, dans un premier temps à partir d'une histoire, ou une citation, et dans un deuxième temps hors de l'histoire. Il doit préparer ces généralisations, comment il va scander son animation. Et si on est en EMC et qu'on doit retrouver par exemple des arguments pour ne pas mentir, il faut préparer ces arguments en faveur de la norme d'action et éventuellement des arguments en défaveur de la règle d'action, parce qu'on n'est pas là pour les moraliser, on est là pour les faire réfléchir. Voilà. Donc, ah oui, ça c'est de la publicité non gratuite. J'ai fait un petit livre qui s'appelle Discussion à visée philosophique à partir de contes, de 5 à 14 ans, où il y a 20 contes, et on trouve les 20 contes, les 20 préparations de l'enseignant que j'ai faites, ou que mes collaborateurs ont fait. On trouve les questions des élèves lors de la mise en pratique et les sagesses du jour qu'ils ont produites. Ce qui veut dire que si l'enseignant veut se lancer, il a un outil qui lui permet de se rendre compte un petit peu du niveau de la classe, comment ça va se passer, etc. Ça, c'est pour le primaire et le collège. Et alors, si vous voulez travailler au lycée avec des DVP, là, j'ai fait un autre livre qui est sorti, lui, en 17, où il y a, je ne sais pas combien de leçons, mais il y en a beaucoup, qui travaillent par la DVP. Voilà, si jamais ça vous intéresse, les tables des matières se trouvent de toute façon sur mon site. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Donc, il y a ce travail-là préparatoire, la justice. Bon, avant, je travaillais la justice sociale. J'essayais de montrer, comme Aristote le montre, qu'il y a plusieurs types de justice. Aristote parle de la justice commutative, ça c'est donner la même chose à tout le monde. Par exemple, le communisme, en tout cas dans son idée pure, ce serait de donner la même chose à tout le monde. Et puis, il y a la justice distributive. C'est dans l'éthique à Nicomaque pour ceux qui veulent. La justice distributive, c'est donc distribuer selon un critère différent. Bon. Donc, vous voyez, c'est ce qui se trouve en vert. La justice sociale, c'est par exemple traiter chacun selon ses besoins. Mais ça pourrait aussi être traité selon l'équité. Ce serait défendre l'intérêt général. Ça pourrait être redistribué d'une façon égalitaire, donc c'est l'égalité. Donc, si on prend le concept de justice sociale, on prend les pétales ici de la corolle vert et rose. Je l'ai fait, d'ailleurs, dans le petit livre que je viens de vous montrer, le petit jaune et vert, là, c'est l'histoire du roi Bax, qui donne tous les 5 ans des vaches à ses concitoyens. Et donc, il donne à chacun une vache. Et les gens ne sont pas contents. Oh non, c'est pas juste, etc. La deuxième fois, il y a encore plus de gens qui trouvent que c'est pas juste, et puis il finit par convoquer, c'est ça la petite histoire, d'Aigle, qui est le sage du village, et lui dit « Je veux toujours donner une vache à tous mes ressortissants ». Et il y en a de plus en plus qui trouvent ça injuste. Qu'en pensez-vous? Et Daigle lui répond « Mais vos ressortissants ont raison. Vous devriez donner une vache à ceux qui en ont, je ne sais pas moi, j'ai oublié là parce que j'improvise, pardon. Qu'est-ce qu'il dit? À ceux qui ont déjà une vache, vous devriez donner 2 vaches, et à ceux qui ont déjà 3 vaches, vous ne devriez pas leur en donner, quoi. Enfin, ce que dit Daigle, c'est la vraie justice, ce serait donner de telle façon un nombre de vaches, de telle façon qu'à l'arrivée, tout le monde ait la même chose. C'est ce qu'on appelle l'égalité de résultat, par exemple. Bon, mais ici, j'ai travaillé la justice judiciaire. Donc la justice, c'est quoi? C'est appliquer la loi, c'est être indépendant de toute influence, par exemple politique, c'est être neutre, impartial, c'est sanctionner
selon l'équité, c'est-à-dire punir proportionnellement, etc. Donc, pour ceux qui ont vu tout à l'heure l'animation, eh bien, les enfants ont ressorti des choses qui étaient préparées dans la chorale. L'histoire, ça s'appelle La juge impartiale. Je vous la raconte, ça va détendre l'atmosphère. Donc, il y a Biboutou, qui est un bantou, et Biboutou, il a faim, il passe devant la case d'Avitoy qui n'est pas là, et il lui prend sa chèvre. Il retourne dans son village, et il rôtit la chèvre, il la mange, et puis il n'y a plus de chèvre. Mais Avitoy, qui était dans un arbre pour je ne sais plus quelle raison, il a vu que Biboutou lui prenait sa chèvre, et Avitoy est un pygmée. Et donc il attend qu'après son bon repas, Biboutou s'endorme, et quand il est bien endormi, il va lui voler son couteau. Bon, le lendemain, Biboutou passe devant la case d'Avitoy et voit le couteau avec lequel il est en train de casser des noix de coco. Il dit « Mais tu m'as volé mon couteau, et toi tu m'as volé ma chèvre. » Bon, et comment on va régler le différend? Donc on va chez un premier juge. Alors puisqu'on est dans le village des Pygmées, on va chez le juge d'Avitoy, si vous voulez, le juge pygmée, qui s'appelle Maaza. Et ce juge, Biboutou, lui dit « Si vous ne rendez pas un jugement en ma faveur, je vous vole toutes vos chèvres. » Et donc, évidemment, que fait le juge Maaza? Il a peur, il est sous le coup de la menace de ce grand bantou, et donc il dit « Oui, c'est Avitoy qui a tort, et donc Avitoy, tu dois lui rendre le couteau. » Bon, Avitoy dit « Mais c'est pas juste, Bon, on va aller chez un autre juge, on va aller chez un juge chez les Bantous. » Donc on va chez le deuxième juge, qui est Gabo, et là, Biboutou lui refait le même cinéma. « Si vous ne faites pas un jugement en ma faveur, je vous vole toutes vos chèvres. » Et le Nagabo, là, il dit « Mais vous n'avez pas le droit, on n'a pas le droit de menacer un juge, c'est un délit, et donc, puisque c'est comme ça, eh bien, vous, je ne sais plus quoi, moi, il rend la justice contre Biboutou, et en faveur d'Avitoy. » Biboutou dit « Non, c'est pas juste, on va aller donc chez un troisième juge à la ville, et comme ça, on va chez la juge Tipeto. » Mais donc, vous voyez que avec mon petit tableau, à partir de cette histoire, j'ai des exemples non. Prenons la colonne jaune. Qu'est-ce qui ne serait pas la justice? Se laisser intimider par les menaces et prendre parti. C'est le cas du juge Maaza. Donc, ce qu'on a introduit, c'est l'attribut essentiel de partialité, et inversement, avec les enfants, on va parler avec la juge Tipeto de l'attribut essentiel d'impartialité. Avec le juge Gabo, on a un problème d'iniquité, puisque tout d'un coup, il punit quelqu'un et pas l'autre, et il le punit lourdement en plus. Tandis que la juge Tipeto, elle punit proportionnellement au délit, donc elle a le souci d'équité, parce qu'elle va les punir tous les deux. L'un va devoir acheter 2 chèvres à Avitoy, un pour réparer le vol de la chèvre et un deuxième pour l'amende. Et inversement, l'autre va devoir acheter 2 couteaux, donc il y a équité. Le troisième, les juges Maaza et Gabo s'en remettent à la subjectivité, c'est-à-dire à leurs émotions, soit la peur de la menace, soit au contraire la colère, parce que on n'a pas tenu compte de leur indépendance et de leur impartialité. Et donc la juge Tipeto, elle, va s'en remettre à l'objectivité. Alors, donc à partir de cette histoire, j'avais aussi prévu 4 petites histoires. L'histoire de Nikita.
te reste environ un quart d'heure. Voilà, et je viens de voir ma montre, donc je ne vais pas vous raconter toutes ces histoires, mais ce sont des histoires d'enfants dans la cour de récréation, où dans la première histoire, l'instituteur a pitié d'une petite, et donc il se laisse influencer par la pitié, et donc il ne rend pas la justice, si vous voulez, parce que, en fait, il va pénaliser la victime. Dans la deuxième histoire, il y a 2 enfants qui ont commis tous les 2 un délit, mais l'instituteur va favoriser dans son jugement Adam, qui est le premier de la classe. Dans la troisième histoire, c'est exactement la même histoire, mais l'instituteur va privilégier dans son jugement Adam parce que son père est bourgmestre, c'est-à-dire maire, ou directeur d'école. Et dans la quatrième histoire, c'est un problème d'iniquité parce que les 2 enfants commettent tous les 2 un délit, mais là, il les punit lourdement, c'est-à-dire ils crient dans la cour et ils ont une retenue pendant 3 mois. Voilà. Donc, ce que je pourrais vous dire, mais c'est dans mon téléphone, zut, vous n'avez pas la sagesse qu'ils ont votée? Tu n'as pas là? Non. Bon. En tout cas, je vais vous dire les sagesses alors qui reviennent des enfants. Donc, dans ma recherche, mais regardez quand même ceci, j'ai mis en blanc les concepts et en noir le jugement normatif. Donc, de la première histoire, on va dégager la question de l'objectivité parce que l'enseignant, l'instituteur, ne s'en remet pas aux faits, mais il s'en remet à sa subjectivité, donc à son ressenti. Et du coup, on travaille le jugement critique normatif, c'est-à-dire l'adulte aurait dû ne pas se laisser attendrir par Nikita et identifier les faits. Il aurait dû faire réparer le préjudice, c'est-à-dire récupérer le manteau. Dans la deuxième situation problème, la justice, c'est ne pas prendre parti, c'est l'impartialité. Donc, pour être juste, l'adulte n'aurait pas dû privilégier Adam parce qu'il est le premier de la classe, il n'aurait pas dû faire du favoritisme ou prendre parti pour Adam. Donc, vous voyez comment on introduit les attributs essentiels, aussi au moment des généralisations. La justice, c'est ne pas faire de favoritisme, c'est l'égalité de traitement. Donc, pour être juste, l'adulte n'aurait pas dû privilégier Adam parce que son père est bourgmestre et directeur d'école. Il n'aurait pas dû faire du favoritisme, donc, ou prendre parti pour Adam. Donc, vous voyez comment les exemples oui et les exemples non permettent aussi d'exercer le jugement normatif, c'est-à-dire le devoir-être. La justice, enfin, dans la quatrième, c'est sanctionné par une peine proportionnelle au délit. C'est donc une question d'équité. Et pour être juste, l'adulte aurait dû punir les 2 protagonistes, impartialité, et en fonction du délit, équité. Donc, dans la classe où j'ai fait la recherche, au moment où ils ont conclu par une sagesse du jour, je leur dis donc consigne, quel conseil donneriez-vous à un juge pour que la justice soit rendue? Et tout à l'heure, la question à la ferme d'en haut que j'ai posée aux enfants de 10 ans, que diriez-vous à l'adulte, à l'instituteur, pour qu'il rende la justice? Et donc, en quatrième, dans le groupe expérimental, donc dans les 9-10 ans, la sagesse, il y a eu plusieurs sagesses, il y a des sagesses individuelles, et puis on vote sur la sagesse de la classe. La sagesse qu'ils ont votée, c'est on ne prend pas parti avant d'écouter les faits et on n'écoute pas ses sentiments. Et il y a eu 12 voix d'enfants pour cette sagesse. En 5e P, donc 10-11 ans, il faut bien écouter l'histoire, arriver à voir qui a tort et ne pas prendre parti. Et en 6e, c'est-à-dire 11-12 ans, pour rendre justice, il faut être neutre, objectif, égalitaire, il faut faire justice avec les règles et les lois et punir en fonction du crime. 18 voix.
Donc vous voyez que la gestion, si vous voulez, de l'ADVP, lorsqu'elle est préparée par l'adulte, mène quand même aux enfants à davantage conceptualiser. Maintenant, c'est un résultat en 3 semaines, donc c'est un résultat qui est fonction aussi de la mémoire. Donc au mois de mai, on va leur redonner un papier, l'Ajustice sait, pour voir s'il y a une perte, parce que je pense qu'il y en aura une perte d'acquisition du concept, du fait qu'il n'y a pas cet argument en mémoire. Et cet après-midi, les enfants, la sagesse qu'ils ont choisie portait sur « il faut punir équitablement ». C'est ça qui a obtenu le plus de voix, parce qu'ils ont surtout été choqués par le fait que l'instituteur donnait 3 mois de retenue simplement parce que les enfants criaient dans la cour de récréation, quoi. Ils ont trouvé que l'abus, il était là. C'était un abus de pouvoir, un abus de justice en tout cas, où le juge était à partie et prenait une sanction beaucoup trop lourde. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont choisi cette sagesse-là. Mais il y en avait d'autres qui portaient sur l'impartialité, vous êtes témoin, sur l'impartialité, sur l'égalité, le traitement égal, etc., etc. Voilà, merci de votre attention. J'étais un peu longue, mais on va pouvoir en tout cas discuter tous ensemble. Merci à vous. Voilà. Merci. Avant de passer la parole au public, j'aimerais apporter une petite précision et te poser 2 questions. Je suppose que les gens auront le temps de poser leurs questions après. D'abord, la première, c'est que tu parlais tout à l'heure des textes employés par les profs de français. Il faut savoir qu'en Belgique, la formation pour donner philosophie et citoyenneté est généralement accolée à un cursus pour devenir prof de français également. Le français CPC, je veux dire. Bon. Pas forcément, hein. Non, c'est évidemment les conditions d'accès sont limitées, mais je me posais la question de si c'était à ça que tu faisais référence. Non, c'est parce que c'est au public ici. Oui, d'accord. Okay. Je pense qu'il y a peu de personnes ici qui donnent enseignement moral et civique, et donc je voulais m'adresser à d'autres disciplines, quoi. Voilà, c'est tout. D'accord. Oui. Les conditions sont aussi un peu différentes avec le fait qu'il n'y a que 50 minutes par semaine obligatoires de philo et de citoyenneté. On ne peut pas commencer, je suppose, à lire des textes trop longs. En plus. C'était ça l'idée, oui, ok. Oui. Sinon, ma première question, c'est comment t'expliques cette explosion de la différence entre les 5e primaires et les 6e primaires concernant l'amélioration des résultats au sein de ton protocole? J'ai vu qu'en un an, cela passait de 150 à 330%. Est-ce que tu identifies une raison? Alors, bon, j'ai pas pu tout développer, mais donc il n'y a qu'une seule DVP, il y a l'effet mémoire et il y a l'effet chercheur. Donc au début, notre corolle n'était pas au point. Et Chloé Raucourt avait écrit des situations-problèmes où elle mélangeait tous les concepts, par exemple. Donc on a rectifié, on a commencé par les 5e, on a rectifié entre les 5e et les 6e, ce qui, à mon avis, explique que les 6e sont de toute façon beaucoup mieux armés à l'issue de la recherche. Et je dirais, puisqu'on a fait les 4e après, je dirais qu'au plus les élèves ont un accès aux pseudo-concepts et ont une expérience de conceptualisation, au plus ils ont de vocabulaire, etc., au plus ils sont capables de saisir ce qu'on leur apporte. Moi, c'est comme ça que j'explique la différence entre les 4e et les 6e. Mais ça reste à prouver. D'accord. Et finalement, en fin de leçon, il y a le vote de la sagesse de la classe. Et je me demandais comment c'est justifié par rapport au fait d'éduquer à la norme plutôt qu'éduquer à l'autonomie normative. Alors, c'est pas éduquer à la norme, hein, c'est éduquer au jugement normatif. Justement, c'est ma question. Oui. Alors, la sagesse est présentée comme hic et nunc, donc aujourd'hui et ici, de la discussion, nous pensons que ce qui va
refléter, synthétiser la discussion, c'est la sagesse de la classe pour laquelle on a voté. Mais, déontologiquement, il est très important que l'enseignant insiste sur le fait que c'est hic et nunc, c'est-à-dire que si on refaisait peut-être une discussion dans 3 mois, on voterait peut-être une autre sagesse. Donc ça n'est pas du tout présenté ni comme une norme valide, ni comme une vérité, bien sûr. C'est le point sur notre discussion aujourd'hui. Et le fait que ce soit écrit au cahier, donc on écrit au cahier la sagesse individuelle et la sagesse votée. Comme ça, il y a trace aussi de ce que l'enfant a produit. Alors, il y a 2 raisons à ça. D'une part, dans le temps, il peut voir si sa pensée a évolué. Mais il y a aussi une autre raison plus pédagogique, je dirais, c'est que la discussion à visée philosophique est une discussion orale. Et que tout le monde sait que quand on fait ce dispositif, il y en a qui ne disent pas un mot. Et c'est leur droit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas actifs dans leur tête. Et si on leur permet ce petit moment d'écrit à la fin de la discussion, on s'aperçoit que ceux qui n'ont rien dit sont tout à fait capables de formuler des sagesses du jour, qui parfois sont même très généralisantes et très synthétisantes. Et donc, ils vont même permettre parfois au groupe d'avancer. Alors, non pas en termes de savoir de la norme, mais en termes de savoir conceptualisé. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, l'éclaircissement est correct. Je vais passer la parole maintenant à qui veut. J'ai un micro, je vais passer parmi vous. Là-bas, il y a quelqu'un qui a levé la main ou qui s'est tiré, pardon, excusez-moi. Je vais essayer d'allumer d'abord ce truc. Voilà. Ah, pardon. Ok. Réaction là-bas. Merci. J'avais une question sur le protocole que vous avez présenté. Oui. Vous avez présenté la cueillette de questions oui. Au tout début, et avant le conte ou la fable, et je me demandais du coup sur quoi portaient les questions, si ce n'était pas sur le conte ou la fable. D'accord. Alors, voilà, je prends comme ça une petite photo souvenir, ça vous ennuie pas trop ? Voilà. Ils n'ont pas signé pour le droit à l'image, je crois. Quoi ? Ils n'ont pas signé pour le droit à l'image. Non, mais c'est pour moi, c'est vraiment privé, mais c'est aussi parce que si jamais vous voulez les sagesses, je les ai. Donc, pourquoi les questionnements ? Mais parce que moi, ma dette pédagogique, comme formatrice à la discussion ou à la visée philosophique, c'est vraiment Lippmann, Matthew Lippmann. Et donc, c'était un prof de philo donc, des universités, et il s'apercevait de la difficulté des étudiants en philosophie. Donc, avec la conceptualisation, la pensée abstraite, etc. Il trouvait que vraiment l'enseignement ne nous y préparait pas. Et c'est pour ça qu'il a commencé à mettre un protocole en route, et qui est même avec le label Philosophie pour enfants, Philosophy for Children. Ça, quand on fait du Lippmann. Bon. Et moi, ma dette pédagogique, elle est là. Mais comme mes objectifs étaient comme je formais les instituteurs et les régents, et puis après, en formation continue, les professionnels de l'enseignement, soit de la morale non confessionnelle, soit par la suite de l'éducation à la citoyenneté, je ne pouvais pas occuper tout mon temps avec le questionnement. Mais j'ai gardé l'idée. Pourquoi ? Parce que nous avons, je pense, le défaut, en tant qu'enseignants, d'oublier, d'accrocher ce que nous venons apporter aux enfants aux questions qu'ils se posent. Et donc, les mettre, même brièvement, devant leurs propres questions par rapport à une histoire. Donc moi j'ai choisi cette histoire. Eh bien, voilà, quelles questions ils se posent, quoi.
Pardon ? Ça vient après la lecture. C'est après la lecture. Après la lecture. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, pardon, j'ai pas dit. Oui, donc on lit. Ah oui, d'accord. Alors, on fait reformuler l'histoire pour être sûr qu'on n'a pas de problème de compréhension. Et puis, on cueille les questions. Aussi, pour éviter, Oui, ça a du on sens. reformule l'histoire pour éviter qu'il y ait des questions du style. J'en ai eu là tout à l'heure, j'ai déjà oublié, mais c'était pourquoi Avitoy, je sais pas moi, a pris le couteau. Ben, je dis, écoute, tu sais, on pourrait en discuter pendant 3/4 d'heure. On ne sait pas. C'est l'auteur qui a déterminé que c'est le couteau qu'Avitoy a volé. Donc, cette reformulation sert à bien comprendre l'histoire et puis à éliminer toute une série de questions qu'on appelle factuelles en ne gardant que les questions qui nous font réfléchir, quoi, et que les professionnels appellent philosophiques. Mais moi, j'aime pas trop. Parce que si on dit aux enfants, et maintenant vous allez poser une question philosophique, bon, ils n'osent plus lui poser de questions. Donc, moi je préfère faire le classement moi-même et dire, ben ça tu sais, même si on en discute pendant 3/4 d'heure, on n'arrivera pas à répondre à ta question parce que c'est l'auteur qui a décidé. Voilà. Et alors je ne prends que les questions. Tu veux savoir les questions qu'ils ont posées tout à l'heure ? Pourquoi pas ? Du coup, la discussion, elle porte sur les questions qu'ils ont posées. Sur une des questions qu'ils ont oui. posées. D'accord. Ah oui, moi je pars de leurs questions. Donc, attends, je vais te les dire. Mais qui choisit la question ? C'est Voilà, également un vote ? première C'est la prochaine question. Vous avez eu l'histoire. Hein. Ouh, J'ai du mal, zut, oui. c'est flou. Pourquoi Avitoy s'est-il vengé ? Ensuite, mais c'est vraiment tout à fait flou. Bon, qu'aurait dû faire Avitoy plutôt que de voler le couteau, ou qu'aurait dû faire Biboutou plutôt que de voler la chaise ? Et le 3, pourquoi ont-ils été voir la juge Tipetto ? La 3e, donc la juge impartiale. Et ça, c'est un petit truc que je vais vous donner, que je donne à mes étudiants en formation pédagogique, c'est qu'il faut toujours partir de la question la plus éloignée de votre problématique. Donc, j'ai d'abord traité la question de pourquoi voler une chaise. Oh, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Demander si on n'a pas quelque chose à manger plutôt que de voler la chèvre. Donc, vous êtes toutes sûres qu'il vaut mieux ne pas voler, oui. Puis, j'ai abordé la première question avec la vengeance. Est-ce que c'est bien, mal, pourquoi ? Quels sont vos arguments, etc. Et puis, je suis passée à la juge Tipetto, qui était le sujet de ma leçon, c'est-à-dire le concept de justice. Et donc, c'est vous qui avez choisi les trois questions ? L'ordre des questions. L'ordre des questions. Je choisis l'ordre des questions. Je commence par la plus éloignée de la problématique que j'ai travaillée. Voilà. Ça va, j'ai répondu ? Très bien, merci. Une autre question ? Monsieur Goubet. Merci. Je vais revenir sur les exemples oui, les exemples non. En fait, on travaille quand même beaucoup sur l'extension et assez peu sur la compréhension, parce que si c'est des exemples oui, des exemples non, on regarde si l'enfant s'est rangé tel ou tel exemple dans une notion. Et comment on fait dans ce cas-là pour arriver à ces fameux concepts intermédiaires ? Est-ce que c'est l'enseignant qui les donne, ou alors est-ce qu'on rebondit sur ce que disent des enfants ? Parce que quand on prend des exemples de philosophie avec des enfants très jeunes, on se rend compte qu'on peut avoir des litanies d'exemples à n'en plus pouvoir et jamais le moindre concept ou élément de concept en compréhension. Donc là, j'aimerais bien savoir justement comment on fait pour passer de l'extension à la compréhension, oui. C'est-à-dire, pour parler autrement que logicien, passer des listes d'exemples à des caractéristiques d'un concept. Alors, très, très bonne question. En tout cas, donc les exemples, je reprends les exemples de l'histoire, d'accord ? Les situations, c'est déjà aussi des exemples, mais au moment où je pose les questions, est-ce que vous trouvez que l'instituteur a été juste ? Est-ce que c'est la justice ? Est-ce qu'il a rendu la justice et tout ? Là, je passe de la situation au concept
Et j'introduis, parce que impartialité, les enfants évidemment ne vont jamais les sucer de leur pouce. Donc j'ai même écrit au tableau impartialité pour faire apparaître quelqu'un qui ne prend pas parti. Et donc moi je l'utilise et je dis donc à un moment donné, on fait l'opération inverse. C'est-à-dire, on va faire de la déduction, donc je vais dire, j'ai posé la question aux enfants, est-ce que vous trouvez que l'instituteur a été impartial ? Ah non, il n'a pas été impartial, ou il a été partial, etc. Donc ça veut dire que j'introduis les attributs moi-même, mais après, je les aide à les utiliser dans le contexte. Et ça, Vygotsky, je m'appuie sur autre chose à propos de Vygotsky, qui est, pour ceux qui connaissent, la fameuse zone prochaine de développement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une idée de où est-ce... Bon, par exemple, aujourd'hui, évidemment que j'aurais aimé en quatrième, enfin en CM2, leur faire arriver à la notion d'impartialité. Mais j'y suis pas arrivée. J'ai dit, ils ont plus retenu la question de punir équitablement. Bon, mais voilà, c'est un des attributs essentiels de la justice, de toute façon. Donc pourquoi pas ? Et puis après, je ferai autre chose, une deuxième fois, un deuxième atelier, ou l'année prochaine, et petit à petit, je retrouverai ma corolle avec tous les attributs essentiels de la justice. Mais tu as bien vu, pardon, oui, petite toile, vous avez bien vu, cet aller-retour entre induction et déduction, que je mets entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas de pensée opératoire. Hein ? Oui, voilà. Merci. Vous pouvez poser des trucs très concrets aussi, hein, si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous avez abordé comme autre concept à part la justice ? Comme autre concept, oui, avec... croire, savoir, oui. Je viens avec ça parce que ça c'est mes corolles que j'ai là sous la main, mais moi je prends tout, enfin, je m'occupe tout ce qui est susceptible tous les concepts qu'on peut voir en philosophie, de toute façon. Donc, par exemple, dire la vérité ou pas dire la vérité, tout à l'heure, mensonge et vérité, vrai et faux, erreur, enfin, tout ça, ce sont des concepts. Des concepts à aborder en fonction de l'âge. En fonction de l'âge. Alors, moi, je pense qu'on peut tout aborder à condition que le travail préparatoire que l'on fait ici tienne compte de l'âge des enfants. Donc, par exemple, j'étais censée aborder la colère, et puis je ne l'ai pas fait parce qu'on s'est trompé dans l'âge des enfants. Mais donc, tout mon matériel préparatoire sur la colère, c'est des extraits de bandes dessinées où ils doivent repérer, par exemple, en déduction, est-ce que plutôt, sur l'image, le petit film que je te passe là, il est en colère ou il n'est pas en colère ? Et Donald Duck et Pingu. Donc j'avais préparé, plutôt que de faire des situations problèmes, j'avais préparé des petits extraits de films pour des enfants de 6 ans, pour qu'une fois qu'on a identifié les attributs et les signes de la colère, ils puissent les retrouver sur les dessins animés. Et puis dans un troisième temps, il devait découper des images, donc sur 6 images, il devait en découper 3, qui étaient les visages de la colère. Et après seulement, j'étudie le jugement normatif, c'est-à-dire, faut-il réguler sa colère, soit la libérer, soit la contenir. Et donc, pour ça, j'avais une petite histoire où un grand... Enfin bref, c'est au cirque et un grand qui se met devant des petits. Les petits ne voient plus rien, donc il y en a un qui s'énerve. La moutarde lui monte au nez
Et donc il lui dit, est-ce que vous voulez pas reculer, changer nos places? L'autre dit, si tu me parles encore, je te donne une gifle. Et alors il y a la sœur qui dit, regarde devant, il y a des places libres. Et elle esquive l'escalade en allant... donc là, il faut contenir sa colère, parce que le plus grand, il va me flanquer une torgnole. Mais je voulais aussi montrer que la colère est un signe parfois de manque de respect, où on a manqué à mes droits. Donc la colère, c'est bien aussi, parce que ça nous permet de nous rendre compte que, on ne m'a pas respecté, par exemple, on m'a harcelé, Mais alors après, on peut aussi apprendre à la réguler. Voilà, vous demandiez quel concept, toutes les émotions, je les ai travaillées. Il y a un livre là qui travaille toutes les émotions. Merci. Voilà. Mais à partir de quel âge tu peux travailler justement sur tous ces... Ce travail-là, il peut se faire à partir de tout petit? Alors, les tout petits, moi déjà, ça me fait paniquer quand je fais ça en grande maternelle. Comme je disais à je ne sais plus qui, je préfère des auditoires comme ça, quand même, je me sens plus à l'aise qu'avec des tout petits. Parce que ce n'est pas notre langue, voyez-vous. Ils n'ont pas le concept. Donc ça demande un effort de traduction, franchement, dans la préparation, c'est un métier. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est à partir de la grande maternelle, donc les enfants de 5 ans. Je sais qu'il y en a qui s'y risquent avant, mais moi je ne l'ai jamais fait. Mais en 5 ans, vous pouvez voir mes petites vignettes que j'avais préparées pour ceux de 6 ans, que j'ai découpées. Il faut du matériel pour des enfants qui ne savent pas lire, il faut les mettre en activité parce qu'ils ne tiennent pas plus de 35 minutes, donc il faut varier les activités. On ne peut pas parler pendant 1 heure, évidemment. Il faut prévoir des images pour ceux qui ne savent pas lire. Il faut prévoir les dictées à l'adulte pour les petites sagesses parce qu'ils ne savent pas écrire. Vous voyez, c'est tout un matériau difficile. Mais je le fais à partir de la 5e, donc les 5 ans, sans problème. Les 4 émotions de base, je les ai vues en 5 ans. Avec chaque fois, identifier l'émotion et les signes de l'émotion, comprendre les raisons de l'émotion. Par exemple, ma peur va m'aider à ne pas traverser la rue parce que c'est dangereux. Donc, heureusement qu'on a peur d'une voiture qui passe. Donc, les causes de l'émotion et puis la régulation. Mais ça, sur 2 ateliers. Un premier atelier, identifier, comprendre. Un deuxième atelier, réguler. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma peur, ma colère, ma joie et ma tristesse. Et en primaire, j'ai fait, à partir de la première année, à partir de 8 ans, j'ai vu 8 émotions de base, puis les émotions sociales, comme la honte, et puis les familles d'émotions. Ça, j'ai fait un programme expérimental complet. Et puis le collège, enfin voilà, mais donc... Et ça s'appelle, pour le livre que ça intéresserait, parce qu'il y a tous mes plans de discussion, il y a tout mon matériel pédagogique, ça s'appelle « Développer l'autonomie affective de 5 à 14 ans ». Développer l'autonomie affective de 5 à 14 ans. Oui, moi la question qui me venait, c'est de savoir si ça pouvait se faire dans un contexte non scolaire. Est-ce que par exemple, je ne sais pas, des familles pourraient se réunir ou réunir leurs enfants de 5 ans ou de 6 ans et pratiquer ce type de travail. Pratiquer ce type de travail. Oui, si on a des professionnels qui animent, oui. Mais je dis ça parce que ça reste un métier, voyez-vous. Enfin, moi, je trouve. Et c'est plus facile d'animer des cafés philo avec des adultes qui parlent le même langage qu'avec les enfants. En plus, ce serait quand même bien d'avoir quelques notions de psychologie du développement, parce que là, cet après-midi, j'avais une petite fille dont la maman était là, et très curieusement, elle intervenait tout le temps à contresens, mais elle voulait occuper la parole. Et bon, je ne savais pas que sa maman était là, moi. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a ?
Enfin, je ne comprends pas. D'ailleurs, à la fin, je lui ai dit, tu sais, ça va, je crois que j'ai compris. Tu vas prendre le contre-pied de ce que nous disons tous. Mais voilà. Donc, pour revenir aux familles, il y a des effets affectifs, peut-être, qu'on ne soupçonne pas si on travaillait avec les familles et des jeunes enfants. Donc, voilà, je n'ai pas une réponse toute faite, en tout cas. Il y a des jeux philosophiques qui permettent de jouer en famille, en fait. De jouer à conceptualiser, par exemple, en famille. Ça existe, des jeux. C'est des jeux de cartes, notamment. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais je crois que vous pouvez trouver ça facilement sur Google. Il y a un jeu, notamment, où on doit reconnaître le concept avec des définitions qui sont élaborées par les autres joueurs. Voilà. Mais attention, bien respecter le niveau de développement en visant la zone prochaine de développement. Désolé. Parce que des jeux de cartes comme ça, parfois, c'est pas forcément fait par des professionnels, quoi. Est-ce qu'on peut avoir accès à toutes les fiches, aux 28 fiches qui sont passées? À mon PowerPoint, tu veux dire? Oui. Toi? Moi ou d'autres? Non, c'est une question. Oui, s'il y en a qui ont participé à aujourd'hui et qui, par exemple, sur mon site, il y a mon adresse mail et qui veulent dire, voilà, est-ce que vous voulez, et que vous n'en faites pas, je sais pas moi, vous en faites un bon usage, hein, vous pouvez l'avoir. Tu le mettras sur ton site alors? Le mettre sur mon site. Oui. Non, parce qu'alors ça devient tout d'un coup public. Effectivement. D'accord. Donc je veux bien le confier à certains d'entre vous que ça intéresse. Voilà. D'accord. Et qui ont eu la formation, la formation, qui ont eu, pas la formation, l'explication des fiches. Parce que je n'ai pas fait attention si les fiches en tant que telles sont pertinentes. Voilà. Je crois que oui, mais comme je n'en suis pas sûre. Y a-t-il encore des questions? N'hésitez pas. J'avais une autre question. Je reviens à l'expérience que vous avez menée sur le protocole. Vous disiez que le groupe témoin, ils avaient fait une discussion à visée philosophique classique libre. Je me demandais ce que ça voulait dire et la différence avec le protocole, en fait. Oui. Alors, donc, ça veut dire que Chloé Recourt avait la même histoire. Donc, on est parti de la même histoire. On a fait une reformulation. On a fait une cueillette de questions, parce que ça, c'est la base, quoi. Et puis, les enfants parlent. Mais donc, par exemple, tout à l'heure, moi j'ai eu 2 enfants qui ont dit « Oh, j'ai une anecdote à raconter ». Je dis « Tu la raconteras sur le chemin du retour, parce que mon temps est compté et il n'y avait pas de place pour des anecdotes. » Mais dans une animation libre, voilà, par exemple, on aurait laissé les élèves. Ma collègue Chloé Recourt n'avait pas préparé, dans les groupes témoins, n'avait pas préparé d'exemple oui ou d'exemple non, et n'avait pas préparé des généralisations intermédiaires. Mais on avait conclu avec une sagesse du jour. Donc c'est la manière dont vous guidez la discussion à l'intérieur qui... Voilà, c'est vraiment les outils de l'enseignant pour améliorer la conceptualisation et l'exercice du jugement, où il faut, à mon sens, des exemples oui, des exemples non, et ponctuer de généralisations intermédiaires, qu'il faut avoir pensé à partir d'une corolle conceptuelle. Donc c'est bien l'animateur qui amène les exemples oui, les exemples non. Ah oui, oui, oui. Merci. Voilà. Des questions? Bon, merci Claudine. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à vous. Et en tout cas, si vous vous y mettez, c'est ça aussi le but de Café Philo, c'est
de promouvoir ce genre d'outils, de savoir à quoi ça peut mener, et j'espère que ça vous aidera à vous en saisir si vous ne le faites pas, et peut-être à oser davantage y aller. Donc je vous remercie franchement aussi de votre participation. Voilà.